Vous est-il déjà arrivé de sentir que le monde s'écroule autour de vous, sans que vous puissiez rien y faire, que l'anxiété et le stress sont devenus vos compagnons constants? Si oui, vous n'êtes pas seul. Mais et si je vous disais qu'il y a plus de 2000 ans déjà, des hommes ont trouvé un moyen infaillible de faire face à cela? Aujourd'hui, nous allons parler du stoïcisme, et nous passerons en revue 50 principes stoïciens qui peuvent radicalement transformer votre vie. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas vous asséner une liste ennuyeuse, nous allons en extraire l'essence même, 5 idées clés qui fédèrent tous ces principes et que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Restez avec nous et découvrez comment cette philosophie antique peut devenir votre super pouvoir dans le monde moderne. Pour commencer, faisons un court voyage dans le temps. Le stoïcisme est né dans la Grèce antique avant de s'épanouir au sein de l'Empire romain. Et ce qui est fascinant, c'est que ses adeptes étaient des personnalités très diverses. L'empereur Marc Aurèle, l'une des figures les plus puissantes de son temps. Sénèque, riche dramaturge et conseiller impérial. Et Épictète, qui a débuté sa vie comme esclave. Un empereur, un conseiller, un esclave. Tous ont trouvé dans cette même philosophie la clé de la force intérieure et de la sérénité. Comment cela est-il possible? C'est ce que nous allons découvrir. Commençons par le fondement même, l'idée qui est au cœur de tout le stoïcisme. Si vous ne comprenez que cette idée, votre vie en sera déjà bien plus sereine. C'est ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. Ça paraît un peu scientifique, mais en réalité, c'est d'une simplicité désarmante. Les stoïciens disent « divisez tout ce qui se passe dans votre vie en 2 catégories » ou, pour simplifier, en 2 paniers. Dans le premier, placez ce que vous pouvez entièrement contrôler. Dans le second, tout le reste, ce sur quoi vous n'avez absolument aucune influence. Qu'y a-t-il dans le premier panier? Pas grand-chose en fait. Vos pensées, vos jugements, vos réactions aux événements, vos décisions et vos actions. C'est tout. Voilà votre zone de responsabilité. Et dans le deuxième, l'immense panier, la météo, l'économie, les embouteillages, l'opinion des autres à votre égard, votre passé, et même votre santé dans une certaine mesure. Vous pouvez l'influencer, mais pas la contrôler entièrement. Maintenant, le point clé. Les stoïciens nous enseignent à consacrer 100% de notre énergie au premier panier et 0% au second. Prenons un exemple. Imaginez, vous êtes coincé dans un embouteillage monumental, vous êtes en retard pour un rendez-vous capital. La réaction habituelle, de la colère, du stress, vous commencez à klaxonner, à pester contre les autres conducteurs, à regarder votre montre sans cesse. Mais que pouvez-vous contrôler là-dedans? Rien. Votre colère ne fera pas disparaître l'embouteillage. Un stoïcien, dans cette situation, raisonne différemment. Il reconnaît « l'embouteillage est hors de mon contrôle. Je ne peux pas faire avancer les voitures plus vite. » Mais que peut-il contrôler? Sa réaction. Il peut allumer calmement de la musique ou un podcast intéressant. Il peut appeler pour prévenir de son retard. Il peut simplement utiliser ce temps pour réfléchir ou respirer. Il déplace son attention de la colère inutile vers ce qui lui est sous son pouvoir. Vous saisissez la nuance? Et c'est là que nous arrivons au mythe le plus répandu. Beaucoup pensent que les stoïciens sont des robots insensibles qui suppriment toutes leurs émotions. C'est absolument faux. Un stoïcien ressentira aussi une pointe d'irritation dans un embouteillage. Il n'est pas un robot, mais il ne laissera pas cette émotion le gouverner. Il l'identifie, se dit « Ah, voilà l'agacement » et choisit consciemment de ne pas y céder. Ce n'est pas de la suppression, mais de la gestion. Ce n'est pas de l'indifférence, mais un choix conscient sur à quoi dédier son énergie précieuse. Bien, nous avons donc établi sur quoi nous concentrer, ce qui est sous notre contrôle. Mais alors, comment agir concrètement? Comment prendre des décisions? La réponse des stoïciens est simple. Choisissez toujours la vertu. À ce stade, beaucoup se diront peut-être « Oh non, encore un ennuyeux sermon sur la morale ». Mais attendez un instant. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas une question de sainteté, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Il s'agit, en substance, d'un mode d'emploi pour devenir la meilleure version de vous-même. Ils distinguaient 4 qualités principales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Tout le reste, l'argent, la santé, la réputation, le succès, ils l'appelaient des choses indifférentes ou des indifférents.
Cela ne signifie pas qu'il s'en moquait éperdument. Bien sûr, il vaut mieux être en bonne santé et riche que malade et pauvre. Mais ces choses ne font pas de vous une bonne ou une mauvaise personne. Elles sont externes. Votre vertu, votre caractère sont internes, et seuls ces derniers possèdent une véritable valeur. Imaginez une situation au travail. Votre patron vous demande d'embellir un peu un rapport pour un client afin de conclure une affaire lucrative. Si vous le faites, vous recevrez un gros bonus. Si vous refusez, vous risquez de vous attirer des ennuis. Qu'est-ce qui est quoi ici? Le bonus est une chose indifférente. Il est agréable, mais il est externe. Votre décision, mentir ou être honnête, est une manifestation de vertu ou de vice. C'est votre choix interne. Un stoïcien choisira l'honnêteté, non pas qu'il ne veuille pas d'argent, mais parce que sa tranquillité d'esprit et son estime de soi, fondée sur une action juste, valent bien plus que n'importe quel bonus. Il comprend que l'argent va et vient, mais qu'une tache sur sa propre réputation à ses propres yeux demeurera. Il place son caractère au-dessus du gain extérieur, et c'est là que réside une force incroyable, celle qui libère de la course effrénée aux choses qui en réalité ne nous rendent pas heureux. Ainsi, nous savons où porter notre attention et quels principes suivre. Mais comment gérer ces émotions qui nous submergent constamment? L'anxiété, la colère, le ressentiment? C'est là que le stoïcisme nous offre peut-être son idée la plus révolutionnaire. Retenez cette phrase d'Épictète: ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Permettez-moi de la répéter: ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Toute la douleur, toute la négativité, tout le stress ne naissent pas de l'extérieur, mais bien à l'intérieur de notre esprit. C'est le résultat de notre évaluation, de notre jugement face à l'événement. L'événement en soi est neutre. Prenons un exemple simple mais très parlant, le licenciement. Pour une personne, ce sera une catastrophe. Elle pensera: c'est la fin, je suis un échec, je ne retrouverai jamais de travail. Comment vais-je payer mes factures? Ces pensées provoqueront chez elle de la panique, du désespoir, de la dépression. Une autre personne, confrontée au même événement, le licenciement, pourrait réagir différemment. Elle pourrait, par exemple, se dire: bon, de toute façon, je n'aimais pas ce travail. Maintenant, j'ai l'occasion de trouver quelque chose qui me plaît vraiment. Ou peut-être devrais-je même changer de voie professionnelle? C'est une opportunité pour un nouveau départ. Ces pensées ne provoqueront pas de panique chez elle, mais plutôt de l'enthousiasme et de l'espoir. Voyez-vous, l'événement est le même, un licenciement. Mais la réaction émotionnelle est totalement différente. Pourquoi? Parce que la perception a changé. Le jugement porté sur cet événement a changé. Le stoïcisme nous enseigne à marquer une pause. Entre ce qui se passe et notre réaction émotionnelle, il existe un infime espace, et dans cet espace réside notre liberté, la liberté de choisir comment nous allons interpréter cet événement. Nous pouvons choisir de voir dans un problème une catastrophe, ou nous pouvons y voir un défi, une leçon ou une opportunité. Le choix nous appartient toujours, et quand vous en prenez réellement conscience, vous obtenez la clé pour maîtriser votre état émotionnel. Vous cessez d'être une marionnette des circonstances extérieures et devenez l'architecte de votre monde intérieur. Passons maintenant à l'une des pratiques stoïciennes les plus singulières, mais incroyablement puissantes. Elle peut sembler un peu étrange, voire même effrayante. On l'appelle la préméditation des mots, ou, plus simplement, la visualisation négative. De quoi s'agit-il? C'est un exercice mental où vous imaginez délibérément et en détail que quelque chose de grave s'est déjà produit. Pas un simple « et si », mais un véritable « imaginez que cela s'est déjà passé ». Par exemple, vous visualisez la perte de votre emploi, une rupture avec l'être cher, le cambriolage de votre maison ou une maladie grave. Cela sonne comme une voie directe vers la dépression, n'est-ce pas? Pourtant, l'effet de cette pratique est exactement l'opposé. Elle a deux objectifs principaux. Premièrement, c'est une sorte de vaccin contre les revers de la vie. Quand vous anticipez le pire scénario, il perd de son caractère effrayant. Vous répétez en quelque sorte votre réaction. Vous vous posez la question: bon, c'est arrivé. Et maintenant, que vais-je faire? Quelles sont mes options? Vous réaliserez alors que même dans la pire des situations, il y a presque toujours une issue. Cela prive la peur de son pouvoir paralysant.
Ainsi, lorsque quelque chose de difficile surviendra dans la vie réelle, vous serez mentalement prêt. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, la visualisation négative est un outil extrêmement puissant pour cultiver la gratitude. Lorsque, l'espace d'un instant, vous imaginez avoir perdu quelque chose de précieux, un être cher, votre santé, votre foyer, puis que vous revenez à la réalité et réalisez que vous possédez toujours tout cela, vous commencez à l'apprécier des centaines de fois plus. Sénèque conseillait, en commençant la journée, dis-toi, je pourrais ne pas vivre jusqu'au soir. Non pas pour sombrer dans le désespoir, mais pour vivre ce jour aussi pleinement et consciemment que possible. La visualisation négative n'est pas du pessimisme, c'est un réalisme stratégique qui nous rend plus forts face aux difficultés et nous apprend à apprécier ce que nous avons, ici et maintenant. Et enfin, nous abordons les 2 derniers principes que l'on pourrait considérer comme le summum de la sagesse stoïcienne. Ils peuvent sembler un peu sombres, mais ils offrent en réalité un sentiment incroyable de liberté et de sens. Ce sont les célèbres Memento Mori et Amor Fati. Commençons par le Memento Mori. Traduit du latin, cela signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ». Les stoïciens de l'Antiquité se rappelaient constamment que la vie est éphémère. Ils avaient même pour habitude de garder un crâne sur leur bureau, comme un symbole de la fugacité de l'existence. Pourquoi se faire peur de la sorte? Le but n'était pas de vivre dans la peur, mais plutôt de se débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel. Lorsque vous prenez véritablement conscience que votre temps est limité, toute petite agitation, les rancunes, les disputes, la course aux choses inutiles perdent tout leur sens. Vous commencez à vous poser les bonnes questions. À quoi est-ce que je consacre mes précieuses minutes? Est-ce vraiment important? Est-ce ainsi que je veux être souvenu? La conscience de la mort est le filtre le plus puissant qui vous aide à séparer l'essentiel de l'accessoire et à vous concentrer sur une vie pleine de sens. Le second principe est la pampam amor fati, qui se traduit par l'amour de son destin. C'est l'idée qu'il ne faut pas simplement se résigner à ce qui arrive, mais l'accepter et même l'aimer. Tout accepter, le bon comme le mauvais. Ne pas lutter contre la réalité, ne pas crier « pourquoi moi ?», mais dire « qu'il en soit ainsi ». Ce n'est pas de la passivité, c'est la forme la plus élevée d'acceptation. Si vous perdez votre emploi, le amor fati ne consiste pas à rester les bras croisés, c'est se dire « bien, telle est ma réalité actuelle, que puis-je en tirer ? Quelle leçon, quelle opportunité ?» Cela signifie voir en chaque obstacle non pas un mur, mais une marche. Aimer son destin, c'est faire confiance à la vie et comprendre que même les épreuves les plus difficiles peuvent faire partie de votre chemin vers la croissance et la sagesse. Ensemble, le Memento Mori et l'Amor Fati créent un fondement incroyablement solide. Le premier nous dit « agis, vis pleinement, car le temps s'échappe ». Et le second ajoute « et accepte tout ce que cette vie te présente comme une bénédiction ». Et c'est là que réside le cœur du sujet. Beaucoup pensent que le stoïcisme consiste à réprimer les émotions, à devenir impassible et indifférent à tout. Mais il n'en est rien. Le stoïcisme ne consiste pas à ne rien ressentir. Il s'agit plutôt de ne pas laisser les émotions vous contrôler. C'est un véritable système d'exploitation pour votre esprit en ce XXIe siècle. Ce qui est le plus frappant avec le stoïcisme, c'est que ces principes fondamentaux étaient partagés par des personnes issues de milieux sociaux absolument différents. L'empereur Marc Aurèle, qui dirigeait un vaste empire, et l'esclave Épictète, dont la vie dépendait entièrement de la volonté de son maître, trouvaient réconfort et force dans les mêmes principes. Cela prouve que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui déterminent notre bonheur, mais notre état d'esprit intérieur. Le stoïcisme ne nous apprend pas comment éviter les tempêtes de la vie, mais comment construire un navire solide en nous-mêmes et maintenir notre calme au cœur de celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces idées anciennes, mais toujours si pertinentes, vous ont semblé utiles, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quel principe stoïcien vous semble le plus utile en ce moment? Ou peut-être avez-vous votre propre façon de garder votre calme dans les situations difficiles? Écrivez-le en commentaire, ce serait très intéressant de vous lire